Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, actualité au Mali, Égypte, Iran et pour finir, la situation en France. Commençons tout de suite avec l'actualité au Mali. Un seul titre pour ce journal. Après la prise d'otage au Radisson Blu, le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a écourté son séjour au Tchad où il prenait part au sommet du G5. Prise d'otage qui a pris fin cet après-midi avec l'assaut final donné par les forces maliennes et leurs alliés. Bilan, une vingtaine de morts, dont les deux terroristes. Le président de la République a donc regagné Bamako cet après-midi en provenance de N'Djamena au Tchad où il prenait part au sommet du G5. Ibrahim Boubacar Keïta a écourté son séjour tchadien pour regagner le pays. Il est accueilli à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre et certains membres du gouvernement. Compte rendu de Ibrahima Traoré. L'avion du président de la République a atterri à l'aéroport international de Bamako-Sénou à 16h20. Ibrahim Boubacar Keïta regagne ainsi Bamako en suspendant sa participation au sommet du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad. Il est accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. L'évolution de la situation est suivie de très près par le chef de l'État. Il n'a pas fait de déclaration sur place. Le président de la République a plutôt présidé immédiatement une réunion restreinte avec le Premier ministre et les membres du gouvernement présents à l'aéroport. Aucune décision n'est rendue publique pour l'instant. Il est prévu un conseil des ministres extraordinaire tout à l'heure à Koulouba. Voilà, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui était donc à N'Djamena au Tchad pour le sommet du G5, a suspendu sa participation au sommet pour regagner Bamako. Et depuis le Tchad déjà, le chef de l'État a appelé ses concitoyens à ne pas céder à la panique. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Sira Bachili et Brema Koulibaly. Elles ont été à la hauteur. Dès la survenue de l'événement, j'ai été averti par qui de droit. Et j'ai suivi minute par minute. Les forces de l'ordre ont opéré de manière impeccable. Impeccable. C'est vrai que nous avons fait des propositions de soutien extérieur, mais au moment où je vous parle, ce sont les forces spéciales maliennes qui ont opéré et qui ont bien opéré. Cela, à leur actif, est à saluer. De même qu'à l'actif de toutes les forces amies qui ont aidé. Là, il y en a, la police de l'aménagement a fait également son devoir. Donc, encore une fois, ces forces de sécurité, ces maliennes et étrangères ont montré leur vocation et ont rempli à souhait la mission qu'on attend d'elles. C'est apporter la connaissance du peuple malien et le monde entier. Nous sommes fiers d'eux. Et dans ces temps-là, je voudrais également encore une fois demander que chacun, en ce qui le concerne, fasse preuve de la plus grande vigilance. La plus grande vigilance par rapport à son entourage, son environnement. Nous sommes entourés. Les gens sont infiltrés chez nous. Donc chacun soit vigilant et ouvre l'œil et aide les forces de sécurité. Un message de foi, un message de courage, un message d'espoir. Tout de suite, actualité en Égypte. En Égypte, le secteur du tourisme emploie plus de 2 millions de personnes et contribue à hauteur de 10% au PIB du pays. Les autorités font donc tout ce qui est en leur pouvoir afin de remettre l'industrie touristique à flot. Pour la première fois, le gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire en dehors du Caire et a fait le déplacement jusqu'à Sharm el-Sheikh. Le ministre du Tourisme y a présenté un plan visant à compenser les pertes subies par l'industrie suite au crash de l'avion russe au départ de l'aéroport de la ville. Selon lui, l'Europe est une priorité. 72% des touristes étrangers viennent d'Europe. L'Allemagne n'a pas encore diffusé d'avertissement par rapport au vol à destination de l'Égypte et j'ai donc l'intention de promouvoir autant que possible notre pays sur ce marché qui est important pour nous. L'année dernière, il s'agissait de notre 3e plus gros marché, notamment derrière l'Angleterre. Nous procéderons de la même manière que pour d'autres pays tels que l'Italie, l'Espagne et en Europe de l'Est pour l'Ukraine et la Pologne.
Afin d'amoindrir la pression pesant sur les hôtels et les organisateurs de circuits et de limiter les risques de faillite, le gouvernement a mis en place des mesures permettant aux entreprises du secteur de rééchelonner leurs dettes. L'Égypte signera prochainement un accord avec une société internationale de relations publiques afin de remédier aux effets néfastes de la catastrophe aérienne. Cette campagne de publicité cible le marché arabe et le marché intérieur. Le tourisme interne va continuer de nourrir le secteur. Certes, il n'amènera pas les devises étrangères dont nous avons grand besoin, mais il devrait garantir la sécurité de l'emploi pour le moment. Les hôtels pourront rester ouverts, les bus touristiques continueront de tourner et les guides touristiques garderont leur travail. La réunion du cabinet à Sharm el-Sheikh a envoyé un message de solidarité à toute l'industrie touristique égyptienne. Le gouvernement se dit prêt à aider le secteur à faire face aux défis à venir. Tout de suite, les titres de l'actualité en Iran. Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie, a insisté sur l'importance du prestige et du rôle des Nations Unies pour trouver une solution politique à la crise actuelle au Yémen. L'assaut qui avait été lancé à l'aube mercredi sur un appartement situé à Saint-Denis en France, dans la banlieue parisienne, s'est terminé peu avant midi. L'organisateur présumé toujours activement recherché. Et puis le président Assad a annoncé que son gouvernement est prêt à coopérer avec la France pour combattre les terroristes. Et pour finir, situation en France. On vit chacun notre spiritualité à notre manière, et si certains ont choisi d'habiller leur pulsion violente ou criminelle, parce que la plupart d'entre eux étaient des criminels il y a encore quelques mois, l'habiller de religiosité, ça ne pénalise pas ou ça n'entraîne pas l'ensemble d'une religion. Il y a plusieurs mosquées en France qui ont appelé à un moment de prière ou de recueillement après ces attentats. Et beaucoup de gens ont fait remarquer qu'il y avait moins de monde que pour les prières normales. Comment vous expliquez ça ? Comment vous répondez en tout cas à cette critique ? Ce n'est pas parce que je pense un sentiment ne se concrétise pas ou ne s'incarne pas dans un événement précis qu'il n'habite pas forcément les gens de l'intérieur. Est-ce que les musulmans n'auraient pas intérêt à avoir un symbole fort ? Est-ce qu'il n'est pas temps, par exemple, que les femmes musulmanes, par exemple, décident d'enlever leur voile pour se détacher totalement ? Le fait que certains musulmans se lookent en musulmans, c'est plus souvent un sentiment d'appartenance ou un marqueur d'identité dans l'espace public qu'un signe de foi réel. Alors évidemment c'est nocif, évidemment c'est anxiogène, et évidemment les musulmans, je ne pense pas qu'ils soient non plus majoritairement habillés en djellaba dans les rues, même si on voit évidemment de plus en plus de femmes voilées, mais auraient tout intérêt à redécouvrir leur spiritualité par la dévotion, par la pratique discrète et profonde, plutôt que par les signes extérieurs, parce que l'habit ne fait pas le moine, c'est bien connu. Aujourd'hui, les Français reviennent à une identité plus charnelle qui, elle, a une histoire chrétienne. Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que les musulmans peuvent cultuellement être musulmans et adhérer totalement à cette identité chrétienne ? Non seulement je le crois, mais je le souhaite. C'est tout le projet finalement de Fils de France. Fils de France, nous avons toujours mis en avant l'idée que la France n'était pas née en 1789. Nous avons toujours mis en avant le fait que les racines de la France étaient païennes, que son tronc est chrétien et qu'ensuite elle se distingue avec différentes branches. Et que ces Français de branches, qui sont de confession musulmane, doivent pouvoir retrouver une culture française, à condition que la culture majoritaire française se réimprègne de son histoire et de son catholicisme comme un objet de fierté et non plus comme un objet de honte, de repentance. La question de l'acculturation, le fait de passer d'une culture à une autre culture, est jouable si la France arrive à maintenir dans la postmodernité, à se maintenir dans la postmodernité fidèle à ses valeurs du passé, tout en les projetant dans le futur, bien évidemment. Il ne s'agit pas de revenir au Moyen-Âge. En revanche, s'acculturer au McDonald's, s'acculturer à H&M, s'acculturer aux centres commerciaux, s'acculturer à la Star Academy, à ce qui fait majoritairement aujourd'hui l'image, malheureusement je dirais, de la France, pose
nécessairement un problème en termes de passage de culture à une autre culture. À partir du moment où la culture majoritaire décide de marier deux hommes entre eux et de leur permettre d'acheter un enfant à 40 000 euros, il y a de fait, pour les gens qui viennent de cultures plutôt traditionnelles, un mur. Vous tenez un discours sur l'islam et sur le fait d'être musulman en France qui vous appartient, mais l'islam n'a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité reconnue par tous. Qu'est-ce que vous représentez, Kamel Béchik ? Alors, nous représentons 3000 adhérents, ce qui, pour un mouvement qui a été lancé en 2012, n'est pas si mal. Nous n'avons jamais eu la prétention de parler pour les musulmans. Nous avons simplement l'envie d'exprimer vis-à-vis de la majorité non musulmane que cette minorité musulmane est hétérogène. Et nous représentons une partie, et peut-être la partie silencieuse, justement, celle qui vit tout à fait normalement, sans conflit, l'identité cultuelle et l'identité culturelle. Et une semaine après les attentats, de nombreuses questions restent en suspens. Abdelhamid Abaoud était-il vraiment le cerveau des opérations ? Qui était Hasna Aïd Boulachen, la première femme kamikaze à sévir sur le territoire français ? Et combien de terroristes se baladent encore dans la nature ? Une enquête d'Alexandre Rivet. Abdelhamid Abaoud est mort dans l'assaut mené jeudi à Saint-Denis par le RAID. Reconnu comme membre de l'armée de l'État islamique, combattant en Syrie et recherché depuis plusieurs mois, l'homme apparaissait dans des vidéos postées sur Internet. Il est toutefois parvenu à rejoindre l'Europe en profitant vraisemblablement de la crise migratoire. Pendant des mois, les gouvernements de l'Union européenne ont nié le risque qu'il puisse y avoir des terroristes parmi les migrants illégaux. Aujourd'hui, même Manuel Valls confesse sur les radios et à l'Assemblée que c'est une réalité. Par ailleurs, Abdelhamid Abaoud apparaît également sur les vidéos de surveillance du métro parisien, sur la ligne 9, le soir des attentats. Il se trouvait alors à 500 mètres du lieu où les terroristes ont abandonné leur voiture après le massacre de la rue de la Fontaine-au-Roi. Cerveau des attentats, comme on veut nous le faire croire, même le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en doute. Abdelhamid Abaoud a joué d'évidence un rôle déterminant dans ces attaques. L'enquête établira avec précision l'implication de ce ressortissant belgo-marocain. Elle permettra également de reconstituer le parcours de ce terroriste originaire de Molenbeek en Belgique qui avait rejoint la Syrie depuis ce pays en 2014. Aucune information émanant de pays européens dans lesquels il aurait pu transiter avant d'arriver en France ne nous a été communiquée, suggérant qu'il ait pu arriver en Europe et cheminer jusqu'à la France. Ce n'est que le 16 novembre dernier, postérieurement aux attentats de Paris, qu'un service de renseignement d'un pays hors d'Europe nous a signalé avoir eu connaissance de sa présence en Grèce. Un autre islamiste en fuite, Salah Abdeslam, aurait été vu dans le quartier d'Anderlecht à Bruxelles. Selon des témoignages, en octobre, il fréquentait des bars gays de la ville. Quant à Hasna Aïd Boulachen, la jeune femme qui s'est fait exploser à Saint-Denis mercredi, elle n'avait, selon ses voisins, rien d'une islamiste radicale. Je l'ai rencontrée l'été 2011, quand elle était en vacances chez son papa, quoi. Je l'ai côtoyé plusieurs nuits, on faisait la fête ensemble, quoi. Personne comme vous et moi, elle est un peu faux-folle, avec son petit chapeau de cow-boy, c'est Santiago, pas du tout dans la description qu'il lui donne en ce moment, quoi. Donc c'était une fille simple, elle aimait faire la fête, elle fumait de temps en temps, elle buvait dans les soirées, rien à voir avec l'islam, quoi. Elle faisait tout le contraire, elle n'allait jamais à la mosquée. Elle n'a pas fréquenté les services sociaux, elle n'a pas eu maille à partir avec la gendarmerie. Je dirais que c'était une famille sans problème, en dehors bien sûr de ce qui peut se passer lorsque les enfants grandissent et que bien sûr avec les voisins parfois c'est un petit peu tendu. Le père est venu en 2005, il est actuellement au Maroc. On atteste la présence de la jeune fille pendant les vacances d'été de 2011. Depuis, la société dont elle était gérante a disparu en 2014 et apparemment elle était retournée en région parisienne avec sa mère. L'équipe neutralisée à Saint-Denis projetait d'autres attentats, notamment dans le quartier de la Défense à Paris, justifiant le renfort militaire dans les rues de la capitale et l'intensification des recherches d'islamistes en Europe. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.